Bon les amis, aujourd'hui on va parler de l'endroit qui fut le plus densément peuplé de l'histoire de l'humanité. Est-ce que je vais parler de Manille? Non. De Jakarta? Encore moins. De Tokyo? Non plus. Aujourd'hui on part à Hong Kong pour vous parler de l'endroit qui a connu la plus grosse population au kilomètre carré, le quartier de Kowloon. Magnéto, Serge. Bon alors pour vous expliquer un peu, on va à Hong Kong. Hong Kong de base c'est un territoire chinois situé au sud-est du pays, mais ça va vite changer. On est à ce moment-là au XVIIIe siècle et la Chine c'est un pays très prospère, très développé, avec déjà plus de 100 millions d'habitants au milieu du siècle, mais qui ont surtout beaucoup de ressources naturelles, ce qui leur permet en fait de développer un vrai savoir-faire artisanal. Et ils vont notamment exporter beaucoup de thé, de porcelaine et de soie au Royaume-Uni, mais ils importent très peu. En fait ça va créer un déséquilibre de la balance commerciale en défaveur des Britanniques. Alors ils vont commencer à exporter de l'opium en Chine, de l'opium qu'ils produisent en Inde, qui est à ce moment-là une colonie britannique. Ils vont en vendre énormément au point de rendre accro la population chinoise. La Chine va riposter et va décider d'interdire l'importation d'opium sur son territoire, ce qui va conduire en fait aux deux guerres de l'opium au 19e siècle. Bon, le Royaume-Uni va gagner, je vous passe les détails, mais ils vont récupérer entre autres le territoire de Hong Kong pour une durée déterminée qui va jusqu'en 1997. Mais au milieu d'Hong Kong, il y a Kowloon Wall City, c'est une forteresse chinoise avec des murs de 4 mètres de haut où vivent des soldats chinois, et ça la Chine ne veut pas la lâcher. Donc voilà, les Britanniques vont leur laisser en fait. Et au final, cette revendication du territoire par les Chinois, elle est plus diplomatique qu'autre chose, parce qu'ils vont pas vraiment s'en occuper, ce qui va créer en fait une sorte de flou politique dans la zone, où ni les Chinois, ni les Britanniques ne vont s'occuper de la zone en fait. Et arrive ensuite 1949, ça marque la fin de la guerre civile en Chine entre les communistes et les nationalistes. Les communistes, ils vont arriver au pouvoir avec l'arrivée de Mao, et ça va amener en fait une division de pays entre la Chine qui devient communiste et Taïwan qui va aux mains des nationalistes de Chiang Kai-shek. Et cette guerre elle va être importante pour notre histoire parce qu'elle va provoquer beaucoup de flux migratoires, autant pour enfuir l'horreur que pour échapper au communisme chinois, et ils vont aussi éviter la révolution culturelle de Mao qui fera finalement des millions de morts. Et donc en fait il y a beaucoup de Chinois qui vont émigrer à Hong Kong, et beaucoup d'entre eux en fait iront à Kowloon. Et cet exode va impliquer une construction massive de bâtiments dans la zone, et c'est à ce moment-là en fait que Kowloon va commencer à devenir de plus en plus hors de contrôle. Et pour vous donner quelques chiffres sur l'évolution de la population dans la cité au fil des ans, en 1950 il y avait 5000 habitants à Kowloon, en 1973 10 000, et en 1990 on estime qu'il y avait 50 000 habitants dans la cité de Kowloon sur une surface qui fait seulement 3 hectares, donc seulement 4 terrains de foot. Donc Kowloon c'est 359 bâtiments construits les uns sur les autres, et pour la petite anecdote, la densité de population de New York elle est de 11 000 habitants par kilomètre carré. Et bah figurez-vous que Kowloon c'est 1,9 million d'habitants au kilomètre carré, soit une densité de population 172 fois supérieure à celle de New York. Alors pour parler un petit peu de la vie sur les lieux, les immeubles ils étaient connectés par des ruelles et des passerelles qui rendaient les lieux très sombres et en fait qui obligeaient les gens à monter sur les toits pour voir de la lumière. Et donc mine de rien, il va y avoir une hiérarchie sociale qui va se créer entre les habitants en hauteur qui ont accès au soleil, et les habitants du bas qui eux ont simplement les néons pour s'éclairer. Et pour l'anecdote, au milieu de tout ce foutoir, il y avait quand même une certaine cohérence architecturale à respecter, c'est-à-dire que les bâtiments ne pouvaient pas excéder 14 étages parce qu'en fait il y avait un aéroport qui était juste à côté de la cité. Regarde encore une petite anecdote, je vous ai dit au début que le lieu était une forteresse avec des murs de 4 mètres de haut, et ben vous voyez qu'avec le temps ces murs ont disparu. Et bah ça s'explique par le fait qu'à la suite de la guerre sino-japonaise dans les années 30-40, les Japonais en fait ils vont prendre le contrôle d'une partie de la Chine et dedans il y a Hong Kong. Et en fait ils vont décider de construire une base militaire à côté de l'aéroport de Kai Tak, donc l'aéroport de Kowloon. Et donc pour se fournir en matériaux, ils vont péter le mur pour la construire. Et les loyers étaient très peu chers à Kowloon, donc ça a permis à beaucoup de gens de venir et de pouvoir ouvrir des petites affaires en fait. T'avais des boîtes de métallurgie, des boîtes de tissus, des restaurants, t'avais aussi des trucs illégaux, t'avais la triade chinoise qui était très présente à Kowloon, t'avais de la prostitution, des casinos illégaux, et en parlant d'illégal, il y avait aussi des dentistes en fait qui avaient un diplôme qui était pas reconnu par l'état chinois, en fait, bah ils venaient à Kowloon pour exercer. Il y avait aussi la vente de viande de chien à Kowloon, parce que c'était interdit à Hong Kong. Mais à part ça, Kowloon était reconnu pour cuisiner de très bonnes boulettes de poisson et de très bons dumplings. Alors aussi, pour subvenir à ses besoins, en fait, la cité, elle a carrément détourné l'eau et l'électricité de Hong Kong directement en fait. Et en fait les tuyaux dans les rues fuyaient tout le temps, donc ce qui faisait que les gens en fait devaient toujours se balader avec un couvre-chef, un truc sur la tête ou un parapluie. Bon, pour assainir tout ça, les Britanniques ils vont imaginer un plan de réaménagement et de relogement. Mais les Chinois ils vont refuser parce que je le rappelle c'est toujours eux qui ont la main mise sur Kowloon officiellement. Et ça va perpétuer encore le flou politique dans la zone dont j'ai parlé avant, parce que voilà, les deux parties ne veulent pas ou ne peuvent pas s'en occuper. Et d'ailleurs, on peut voir que les bâtiments situés en dehors de la cité sont vraiment normaux en fait comparé à Kowloon. Et ça montre vraiment la singularité de la ville qui est totalement enclavée en fait. Bref, dans les années 80, Kowloon ça devient un problème d'image pour Hong Kong qui lui se modernise et se développe vraiment. Et la fin de l'occupation britannique à Hong Kong approche, et donc la rétrocession du territoire à la Chine. Car je le rappelle, les Britanniques avaient un bail sur Hong Kong jusqu'en 1997. Et pour préparer ça,
le Royaume-Uni va s'engager à rendre Hong Kong dans de bonnes conditions. Alors cette fois-ci, ils obtiendront l'autorisation des Chinois pour raser la citadelle de Kowloon, et c'est donc dans les années 80 que se décide sa destruction qui durera un an à partir de 91. Et au total, il y aura 3 milliards d'euros d'investis pour détruire la zone et reloger la population. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a maintenant à Kowloon? Et ben il y a un parc qui a été construit en 93 sur la zone, en fait, les vestiges de l'ancienne cité, et on peut d'ailleurs y voir une petite maquette qui représente la citadelle à son époque. Et donc pour finir, en fait, en faisant la vidéo, j'ai appris finalement que Kowloon avait inspiré pas mal de gens et pas mal d'œuvres. Donc voilà, en fait, pour finir, pêle-mêle, quelques inspirations de Kowloon dans la culture populaire. Déjà, il y a le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme sorti en 88 et qui a en partie été tourné là-bas, à Kowloon. Il y a aussi le jeu Call of Duty Black Ops sorti en 2010, et ben carrément tu pouvais jouer dans Kowloon dans le jeu directement. Et pour l'anecdote, il y avait vraiment un avion qui survolait de près la cité dans le jeu, ce qui fait du coup sens avec la limite des 14 étages dont j'ai parlé avant. Kowloon au cinéma aussi avec la trilogie de Batman de Christopher Nolan qui dit lui-même s'être inspiré de Kowloon pour imaginer en fait certaines parties d'Arkham City. Il y a aussi Blade Runner de Ridley Scott avec Harrison Ford qui s'en est inspiré. Il y a également l'excellent film d'animation Ghost in the Shell. Et ça fait vraiment sens, je trouve, de prendre Kowloon comme décor pour ses œuvres, parce qu'il y a vraiment cette ambiance de surpopulation, de société dystopique, de décors de science-fiction très occultes qui s'en dégagent en fait. Alors il y a aussi Ichiro Yoshida, lui c'est un japonais qui a vécu à Kowloon en fait le temps de ses études, et ben lui il va carrément ouvrir une salle d'arcade qui reproduit en fait l'esthétique de Kowloon, et qui est malheureusement fermée aujourd'hui pour notre plus grand regret. Il y a aussi Yann Lambeau et Greg Girard qui vont sortir un livre avec des photos de la ville qui s'appelle City of Darkness, que je voulais me procurer mais qui coûte aujourd'hui malheureusement plusieurs centaines d'euros. Il y a aussi un manga qui se passe à Kowloon, Kowloon Generic Romance, et d'ailleurs il est toujours en cours ce manga, il y a 7 tomes aux éditions Kana si vous voulez, pour la petite info. Et enfin il y a un anthropologue japonais du nom de Kani Yoraki, qui a réalisé des cartes en fait ultra détaillées de la ville de Kowloon. Voilà en fait c'est un panorama du lieu qu'il a réalisé avant sa destruction, et je trouve que ça vaut vraiment le coup d'être vu. Donc voilà, je pense qu'on a encore une fois fait le tour du sujet. Voilà, si vous connaissiez mal la citadelle de Kowloon, ce qui est dessus n'est plus à savoir. Coupé.